Bonjour à tous. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, Amina Bali, je suis consultante cloud sécurité à Capgemini et sur mon temps perso, c'est-à-dire le soir, la nuit, etc. Je travaille un peu sur la partie OffSec et en ce moment, je m'intéresse beaucoup à la partie AWS. Petit merci du coup à Charlie et Abdembi pour leur feedback sur cette présentation. Donc, au programme, on va parler de responsabilité. On va commencer déjà par voir ce qui se passe quand on ne prend pas sa part de responsabilité. Et ensuite, comment faire pour y remédier. Donc, let's go. Alors, réponse courte à cette question, ça va être ça. Et la réponse longue, c'est ce qu'on va voir tout de suite après. Donc, ce que vous avez là sous les yeux, c'est une application web qui est hébergée sur une instance EC2 AWS, derrière un load balancer, et qui permet donc de prendre en entrée une URL vers soit un document, un blog post, etc., d'essayer de comprendre et de nous retourner le sujet traité avec un résumé en 2-3 phrases du contenu. Ça, c'est le fonctionnement attendu. Par contre, quand l'application ne comprend pas le sujet, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous retourne le texte de la page pour qu'on puisse, à notre tour, aider cette application et avoir une réduction annuelle sur notre souscription et puis lui donner le sujet. Donc, ce qui est intéressant, c'est le fait qu'elle nous retourne le texte de la page qu'elle requête. Donc, jusque-là, très bien. On se dit, pourquoi pas tenter une SSRF, modulo, pas de vérification et validation des inputs. Mais en essayant d'accéder à l'URL des métadonnées de l'instance EC2, on se prend un 403. Donc, là, il y a clairement un truc qui nous bloque. Donc on part de l'hypothèse que c'est un AWS Firewall. Et en regardant la doc, la règle par défaut qui permet d'analyser le body d'une requête à la recherche d'une potentielle SSRF se limite juste à l'analyse des 8 premiers kilooctets. Donc on se dit, pourquoi pas mettre un truc vraiment pas du tout malveillant, les 8 premiers kilooctets. Et c'est qu'à partir de là qu'on va mettre notre fameuse URL qui pointe vers le endpoint des métadatas. Et c'est génial parce que du coup, ça marche et ça nous retourne les credentials du rôle de l'instance. Donc là, ce qu'on aimerait faire, c'est utiliser ces credentials, mais sans lever d'alerte côté AWS. Donc plus précisément sur GuardDuty, qui du coup permet de détecter des comportements malveillants sur AWS, c'est un service natif, et on aimerait éviter ça. Pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'utiliser les credentials depuis notre machine, on va déployer un environnement AWS propre à nous, avec une instance EC2, AWS CLI installée dessus, et plein de VPC endpoints, chacun sera dédié pour un service AWS en particulier. Et en passant par les VPC endpoints, ce qu'on va voir côté target, c'est juste l'ID du VPC endpoint et pas de l'instance, et on va voir que ça provient de l'interne, et donc là, il n'y a pas notre adresse IP publique ni rien, et on bypass complètement GuardDuty. Donc là, c'est génial, on est discret, on peut utiliser nos credentials et on commence à faire un peu de reconnaissance sur le rôle qu'on vient de récupérer, donc notamment pour récupérer l'ID de l'instance, ça va nous servir par la suite, et de voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec ce fameux rôle. Et là, on voit qu'on peut justement lister des buckets S3, et en particulier le bucket qui contient les static files de notre fameuse application web. Et là, donc, heureusement pour nous, malheureusement pour le dev, il a push ses creds sans faire exprès sur le repo, et ça a été synchro avec le bucket. Donc là, on a un nouveau user. Et pareil que ce qu'on a fait avec le rôle de l'instance, on va faire un peu de reconnaissance sur le user, récupérer son username, la policy, ce qu'il peut faire, etc. Et là, on voit qu'il peut accéder à une base de données. On a son ARN, donc on peut aller aussi voir un peu de détails sur cette base de données, l'engine utilisé, le nom de la database, etc. Le master user, qui est du coup l'admin de la base de données. Et on voit également que ce user peut faire un remote access sur l'instance qui héberge le serveur web. Et donc, au travers ce qu'on appelle Session Manager, qui est un service natif AWS, qui permet d'accéder en remote à une instance sans forcément ouvrir de SSH ou de RDP, mais vraiment tout est encapsulé sur du 443. Il faut juste installer un agent sur l'instance en question. Donc, on essaye de se connecter en utilisant les credentials du développeur et le fameux Session Manager. Et là, on se connecte à distance sur l'instance. Et ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, et c'est dit dans la doc AWS,
quand on déploie l'agent sur l'instance, par défaut, il crée un SSM user qui est dans les sudo-heures et qui a le droit d'exécuter toutes les commandes en ayant des droits route. Et donc là, on se retrouve en route sur l'instance. Donc, petit rappel de ce qui se passe quand on ne prend pas sa part de responsabilité. Et là, on continue d'explorer un peu cette instance EC2. Et on trouve des variables d'environnement. Donc là, on a le DB username, qui est du coup le master user qu'on avait vu auparavant sur l'instance RDS. Et on a le mot de passe également. Donc là, génial. On se fait plaisir, on prend tout. Donc on fait un select all sur la base de données et puis on récupère le contenu. Donc là, c'est ce qui se passe si on ne prend pas notre part de responsabilité. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, on repart du schéma qu'on a pu construire au fur et à mesure de notre attaque et de la découverte de l'environnement target. Et donc déjà, premièrement, ce qu'il aurait fallu faire, c'est niveau firewall, déjà de bien configurer le firewall, de tester ses règles, et surtout de lire la doc, parce que du coup, tout est dit dans la doc AWS, y compris le workaround à mettre en place pour éviter le fameux hack des 8 kilooctets. Pareil, pour la partie SSM Agent, c'est dit dans la doc que par défaut, ça tourne en route, par défaut, c'est dans l'administrateur côté Windows, etc. Donc, faut lire la doc. Pareil, pour la partie service de base de données, donc le IMD, il y a deux versions. Là, il y a la V1 qui du coup est complètement vulnérable et facile à bypasser. La version 2 l'est un peu moins, parce qu'AWS a implémenté quelques mécanismes plutôt efficaces, tout dépend, contre les SSRF. Donc c'est la version à privilégier. Enfin, toujours dans une approche de défense en profondeur, il y a aussi la partie applicative. Donc patcher ses OS, ses applications, vérifier ses données, les inputs qu'on récupère avant de les utiliser. Ne pas utiliser de mots de passe en clair dans le code source ou dans des variables d'environnement, etc. Utiliser un secret manager, par exemple. On a aussi, donc on the top, vraiment toute la partie observabilité qui est très importante. Donc pas juste collecter des logs, mais les utiliser, vraiment les analyser et en faire des cas d'usage pour de la détection ou de la remédiation. Là, vous avez juste quelques tips sur ce qu'on aurait pu faire. Par exemple, pour la partie VPC Endpoint, si on n'a pas de VPC Endpoint dans notre environnement et qu'il y a une requête qui provient d'un VPC Endpoint, c'est pas normal. Si on en a et que ça provient d'un VPC Endpoint ID qu'on ne connaît pas, c'est pas normal non plus. Donc ça, c'est des cas d'usage à implémenter également. Donc tout ce qu'on vient de voir, ça a un nom, ça s'appelle le Shared Responsibility Model. Et tout ce que vous voyez là, c'est du coup à nous de faire et pas au cloud provider. Donc là, je prends celui d'AWS vu que tout le scénario tourne autour de ça, mais tous les cloud providers en ont un. Voilà, donc c'est tout pour moi. Vous avez quelques références pour ceux que ça intéresse. Et puis, si vous avez des questions, sinon, merci à tous.